Alors, comment choisir le bon isolant? Bah, premièrement, je commence par quelque part une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas d'isolant miracle capable de répondre à tous vos besoins. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai souvent croisé dans mon activité professionnelle. C'est parfois certaines personnes, alors ça peut être des clients, des artisans, des architectes, ça peut être tout le monde, un diplôme d'études, qui sont tombés amoureux d'un produit et qui veulent absolument le caler à toutes les sauces. À l'intérieur, à l'extérieur, en toiture, en mur, en sol. Et je suis navré de vous apprendre que il n'y a pas d'isolant miracle capable de répondre à tous vos besoins. Mais attention, à de façon surprenante et paradoxale, il existe par contre un isolant pour chaque besoin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'isolant miracle qui est capable de tout bien faire. Par contre, à chaque besoin, il y a une solution. Et c'est pour ça que la première étape dans un projet, c'est toujours d'abord de définir vos besoins. Et c'est pas de partir du produit pour savoir quoi en faire, mais c'est bien partir de quels sont vos besoins pour définir en face un cahier des charges, donc le cahier des charges de vos besoins. Et ensuite, vous allez aller chercher chez des matériaux les caractéristiques qui vont combler le maximum des éléments de votre cahier des charges. Et à ce moment-là, vous aurez trouvé le bon produit. Donc en fait, il y a toujours une solution pour répondre à vos besoins d'isolation, parallèlement à ça, il n'y a pas un produit miracle qui est capable de tout faire. Il faut juste trouver le bon produit. Et du coup, ce que je me suis, entre guillemets, amusé à faire, c'est me poser la question, l'expérience de ces nombreuses années, c'est de me dire quand on doit choisir un matériau d'isolation, hein, ici présent, quels sont les critères que je dois prendre en compte. Et dans ce cas-là, bah, ce que j'ai fait, c'est que je les ai synthétisés sous forme de ce qu'on appelle une carte mentale. Alors, vous allez voir, la carte mentale, la première fois qu'on la voit comme ça, elle est un petit peu totalitaire, hein. Vous voyez, il y a énormément de choses, mais justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre branche par branche de cette carte mentale et on va essayer de détricoter pour à chaque fois essayer de se dire, OK, bah, si j'avais plus besoin de ça ou plus besoin de ça, dans quelle direction je dois aller au niveau des isolants. Et encore une fois, pour vous simplifier le travail, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fois, j'ai fait cette carte des besoins et parallèlement à ça, j'ai ensuite classé les matériaux. Donc, du coup, je suis parti d'une base de données de matériaux et cette base de données de matériaux, c'est celle-là. Alors, je vous la présente. Dans un premier temps, j'ai pris les matériaux qui sont en panneau ou en rouleau. Alors, j'ai pas pris que des matériaux écologiques. Évidemment, si vous êtes là à un webinaire de Kenzai, c'est parce que ce qui vous intéresse, c'est des écomatériaux. Mais justement, ce que je voulais, c'était ouvrir le sujet pour dire, OK, on va pas se concentrer que sur ces produits-là. On va se poser la question de quels sont les besoins pour tous les produits, enfin pour toutes les solutions. Et du coup, essayer d'aborder aussi tous les autres isolants pour essayer, au milieu de tout ça, comprendre quels sont les intérêts des écomatériaux. Parce qu'encore une fois, si vous êtes présent ici et si le webinaire est organisé par Kenzai, c'est bien parce que ce qui nous intéresse, ce sont les écomatériaux et on va leur trouver une plus-value. Donc ici, je suis parti, j'ai en gros, dans ma base de données, j'ai mis les produits qu'on va trouver sous forme de rouleau pour les combles, souvent d'origine minérale. J'ai pris aussi les panneaux d'origine minérale qu'on va souvent trouver en isolation de sol ou de mur. Et je fais la différence entre laine de verre et laine de roche. Attention, à chaque fois, les ordres de grandeur que je donne de lambda sont vraiment des ordres de grandeur et je cible pas un produit en particulier. J'essaye de représenter une grande famille. Ensuite, en vert, je fais apparaître les matériaux qui nous intéressent plus. Donc ici, les isolants végétaux, dont les laines de bois et mélange. Mais là-dedans, vous pouvez aussi prendre les isolants à base de, carton, etc. Donc en gros, tout ce qui va être d'origine biosourcée, végétale à la base et aussi les isolants à base de coton recyclé et tous les produits aussi issus du recyclage. Donc ça, c'est la première catégorie, c'est les produits sous forme de panneaux et de rouleaux. Ensuite, j'ai fait une deuxième catégorie, les isolants qui sont rigides. Alors, la différence entre la première catégorie et la deuxième, hein, c'était que la première, les isolants sous forme de panneaux ou rouleaux, on dit rigide, on dit semi-rigide, pardon, ou flexible, c'est que ils sont compressibles dans les dimensions, dans la largeur, dans la hauteur, dans l'épaisseur, on peut les comprimer. À l'inverse des isolants rigides, que ne peuvent pas être comprimés, hein. C'est-à-dire, si vous essayez d'écraser, vous allez les dégrader, mais vous n'allez pas arriver à les comprimer. Donc là-dedans, j'ai mis la famille des polystyrènes, les blancs, les polystyrènes graphités. J'ai mis les isolants à base de polyuréthane. Donc ça, c'est pas forcément les matériaux qui nous intéressent le plus, mais j'ai mis les isolants à base de fibres de bois rigide et de liège, qui sont des matériaux qui là ont plus d'affinité par rapport au sujet. Et enfin, les isolants sous forme de vrac. Et là, j'ai mis donc d'un côté les isolants classiques d'origine minérale et de l'autre côté les isolants issus du recyclage, comme la ouate de cellulose. Mais on pourrait ici aussi trouver la fibre de bois à souffler, on pourrait trouver le coton et d'autres matériaux. Voilà. Ce qui n'apparaît pas dans cette liste, c'est les mélanges comme le chanvre et tout ça.
je l'ai pas abordé ici parce que c'est pas des matériaux entre guillemets industriels. Alors, ils peuvent être très intéressants. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Je n'ai pas aussi mentionné la botte de paille. J'aurais pu la faire apparaître, hein, c'est juste une histoire de place et de condensation d'informations, hein, on va dire ça comme ça. Donc attention, tout ce qui est donné ici, c'est purement un titre d'illustration. Ça va nous permettre après de classifier tous ces produits par rapport à nos critères, justement. Alors, le premier critère qu'on va aborder, quand on parle d'isolant, généralement, c'est pour isoler, je vous apprends rien. Et la première isolation qui nous intéresse, c'est l'isolation thermique. Alors, quand on s'intéresse à l'isolation thermique, on peut avoir deux approches différentes. Une approche strictement pour l'hiver, qui a dominé ces 40 dernières années, hein. On isolait pour l'hiver. Et puis, on peut avoir une approche aussi pour l'été, qui est une problématique qui est de plus en plus importante. Et aujourd'hui, on a même des personnes pour lesquelles le choix enfin, la décision de se mettre à isoler leur bâtiment, eh ben, ne part pas d'un problème de froid, mais d'un problème de chaud. C'est-à-dire qu'en gros, en hiver, ils arrivent à supporter leur maison parce qu'ils chauffent beaucoup. Ça leur coûte très cher, ça coûte de l'énergie, etc. Ça émet du carbone, mais ils arrivent à s'en sortir. Par contre, en été, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est-à-dire que là, ils surchauffent, c'est très désagréable pour eux. Donc, de fait, leur approche est plutôt une approche estivale. Donc là, ce qu'il faut voir, et c'est ce que j'ai schématisé ici, c'est que si on s'intéresse à l'hiver, on va s'intéresser principalement au lambda. Je vais décrire juste après, hein, pour ceux qui ne voient pas exactement ce que c'est le lambda. Et du lambda, on arrive à calculer la résistance thermique et qui est donc le pouvoir isolant. Si on s'intéresse à l'été, la résistance thermique va nous intéresser aussi, mais logiquement, on a déjà fait le chemin pour l'hiver. C'est-à-dire qu'on a déjà défini une résistance thermique qui nous intéresse pour notre problématique d'hiver, et ensuite on doit s'intéresser à la problématique d'été. Et la problématique d'été, c'est plutôt un souci de déphasage. Alors, je pourrais prendre une journée complète pour expliquer que c'était le déphasage, mais là, je vais juste faire un simple rappel pour bien comprendre ensuite la classification. Et une fois qu'on a défini ça, j'ai aussi mis ici un petit renvoi aux réglementations thermiques et aux aides, parce que selon la résistance thermique que vous allez mettre, eh ben, il y a des obligations à respecter, que ce soit pour des conformités réglementaires dans le neuf, dans la rénovation aussi, hein. Je rappelle, il y a une réglementation thermique qui existe dans la rénovation, et puis pour l'accès à certaines aides. Alors les aides, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui. Vous savez que vu que on n'a pas de budget actuellement en France, toutes les aides sont suspendues et de toute façon, pour avoir accès aux aides, il faut passer par une entreprise RGE. Donc du coup, quelque part, c'est avec votre entreprise que vous sélectionnerez le matériau et la résistance thermique. Donc je n'aborderai pas trop ce sujet aujourd'hui, mais je voulais quand même le rappeler qu'il y a des minimums de résistance thermique à mettre pour être conforme à des réglementations, conforme à des labels ou simplement avoir l'accès aux aides. Bon, j'ai parlé du lambda. Alors, le lambda, hein, ça s'appelle la conductivité thermique. Son unité, c'est des watts par mètre Kelvin. C'est une valeur qui ne varie pas selon l'épaisseur, hein. Le lambda d'un matériau ne varie pas. Et c'est une valeur qui est mesurée. C'est quelque chose de factuel. Pour faire très simple, vu que là, on n'est pas sur un cours sur la thermique, hein, plus le lambda d'un matériau est petit, et plus il va être isolant. Donc, on cherche des petits lambda. Et pour vous ayez des ordres de grandeur, hein, entre ce qu'on va appeler la famille des isolants et le reste, je vous ai mis un peu ce schéma ici, où vous voyez que les isolants, ça va se tenir finalement dans un mouchoir de poche, hein. On va être entre 0,02 et 0,056. On va trouver 99% des isolants. Et vous voyez que dès qu'on sort cette famille des isolants, les lambda bah, grossissent, hein. Je rappelle, ça doit être petit pour être isolant. Donc, vous voyez que le bois, on a tout de suite un facteur x3, x4, hein, selon les valeurs qu'on prend, etc., etc. On a un facteur x10, voire plus pour le béton, et des facteurs x100, voire beaucoup plus pour les métaux. Donc, en gros, ce qui isole, c'est les isolants. Et du coup, nous, on va s'amuser justement à comparer les lambdas de la base de données que j'ai créée au départ. Alors, je rappelle qu'une fois qu'on a le lambda, on peut calculer derrière un élément qui s'appelle la résistance thermique. Et elle, la résistance thermique, elle varie selon l'épaisseur. Voilà. Parce que vous voyez, le calcul apparaît ici. La résistance thermique, c'est l'épaisseur du matériau divisé par son lambda. Le lambda ne variant pas, bah, si on fait varier l'épaisseur, ça fait forcément varier la résistance thermique. Et attention ici, c'est l'inverse, hein. La résistance thermique, ça doit être gros. Donc en gros, un matériau qui isole, c'est un matériau qui a un petit lambda, d'accord? Et un matériau, donc attention, donc là avec des dimensions qui est fortement isolant, c'est donc un matériau qui a une grosse résistance thermique. Et donc à ce moment-là, c'est lié à l'épaisseur. Voilà, c'est la seule fois où je parlerai un petit peu de technique dans ce webinaire. Ensuite, on va simplifier. Et donc, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé tous les matériaux tout à l'heure selon le lambda. Et ça va donner quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, ici, c'est mauvais, hein, sur la droite. Mauvais, mais attention, hein, vous l'aurez compris, c'est mauvais, mais ça reste des isolants. Ce qui veut dire que ça reste beaucoup plus efficace que du bois brut, par exemple, que de la pierre ou que du béton ou je ne sais quel autre matériau non isolant.
Donc, même si ici, ils sont classés dans les mauvais isolants, ça reste des isolants. Ça veut dire que, ils auront une efficacité, il n'y a aucun doute de ce côté-là. Et donc là, bah, c'est simple pour les classer, hein. À gauche, les meilleurs, on aura le meilleur lambda. À droite, on aura le plus mauvais lambda. Mais encore une fois, il faut relativiser. Dans tous les cas, ça reste des isolants, donc ils ont un impact. Et là-dessus, bah, je fais ressortir les isolants qui nous intéressent, les écomatériaux. Vous remarquez que, du coup, eh ben, ils sont de moyens à moins bons, on va dire. Effectivement, aujourd'hui, on a beau le tourner dans tous les sens, les isolants qui ont le meilleur pouvoir isolant avec l'épaisseur la plus petite, ce ne sont pas des isolants naturels. Et ça, voilà, on peut pas contrecarrer la nature. Ça ne veut pas dire pour autant que les isolants qui nous intéressent sont mauvais. C'est juste que vous l'aurez compris, il va falloir peut-être dans certains cas augmenter l'épaisseur de ces isolants pour avoir une efficacité qui soit bah, comparable à un isolant non naturel. Parce que vous l'aurez compris, hein, on peut faire varier l'épaisseur, ce qui veut dire que si je compare pour la même épaisseur, bah, ce matériau-là est moins bon que celui-là. Mais si je veux atteindre la même résistance thermique avec celui-là et comparé à celui-là, bah, il suffit que j'augmente l'épaisseur de celui-là jusqu'à atteindre la résistance thermique que je souhaitais. Donc en gros, ici, on voit que les isolants naturels s'en sortent plutôt bien. Ils sont de moyens à moins bons, mais en tout cas, on a des matériaux ici qui sont tout à fait convenables pour tout ce qui va être isolation de toiture, isolation de sol, isolation de mur. On n'aura aucun problème de ce côté-là. Là, c'était le lambda. Et rappelez-vous, je vous ai dit que le lambda, c'était l'élément qu'on va aller chercher pour une protection hivernale, parce que c'est vraiment la capacité d'isolation, hein, donc au froid et empêcher de laisser passer les transferts de chaleur. Mais on a dit aussi qu'il y avait une autre chose qui pouvait nous intéresser, et là, plus pour une problématique d'été. C'est-à-dire quand on veut se protéger à la fois du froid et à la fois du chaud, on va s'intéresser donc au lambda, à la résistance thermique, que je viens d'expliquer, mais ensuite, on va s'intéresser aussi au déphasage. Alors, déphasage, c'est souvent trop simplifié, mais en gros, c'est une unité de temps. Regardez, je vous montre, hein. Le déphasage, c'est le temps qu'il va y avoir entre le moment où vous aurez un pic de froid ou de chaud à l'extérieur et le moment où vous aurez ce même pic à l'intérieur. Donc, par exemple, s'il fait très froid dehors et que 5 minutes après, chez vous, il y a la même température, bah, vous aurez compris, un déphasage de 5 minutes. Ça existe quasiment pas, mais c'est pour illustrer le propos. Et dans certains cas, ce qu'on cherche à faire, surtout en été, c'est d'avoir un déphasage qui va être important. C'est-à-dire que vous voyez quand la température extérieure est très importante, eh ben, on va chercher à avoir un décalage en termes de temps de plusieurs heures avec la température à l'intérieur. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, quand il fait très très chaud, c'est en fin de journée, par exemple, et si il y a un déphasage important, bah, chez vous, il peut faire encore tout à fait confortable. Et quand cette chaleur devrait pénétrer dans votre bâti, en fait, vous êtes déjà assez tard dans la nuit, voire tôt le matin. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez aérer et cette chaleur qui aurait fini normalement par pénétrer dans votre bâti ne pénétrera pas et sera évacuée par une surventilation nocturne. C'est ça l'idée du déphasage. Alors, sur le principe, c'est ça. Alors, il faut savoir que le déphasage, ça va souvent de pair avec ce qu'on appelle l'amortissement. C'est-à-dire que déphaser, c'est décaler dans le temps. Amortir, bah, c'est faire en sorte que la totalité de la chaleur ne rentre pas. Et ça, c'est le fait d'isoler. Si vous isolez fortement, il y a moins d'énergie qui traverse votre paroi. Et si vous déphasez, eh ben, c'est décalé dans le temps. Donc en fait, on parle beaucoup du déphasage, mais on oublie souvent l'amortissement, alors qu'en fait, on cherche les deux, déphasage et amortissement. Alors, tout ça, ça se calcule. Et ça se calcule à partir d'indicateurs qu'on appelle la diffusivité. Mais encore une fois, pour simplifier les choses, je reviens un tout petit peu en arrière. Si on veut calculer le déphasage, il faut connaître la diffusivité. Et pour connaître la diffusivité, c'est un facteur, mais je vous en fais grâce ici parce que ça serait un petit peu compliqué. En fait, il est lié à deux éléments assez simples qu'on connaît déjà. Le premier élément, c'est son lambda. C'est-à-dire qu'il y a un matériau qui a, alors je vais simplifier, un bon déphasage, c'est déjà un matériau qui isole. Et ensuite, un matériau qui a un bon déphasage, c'est aussi un matériau qui a une forte masse volumique. Alors, masse volumique, c'est le bon terme qu'il faut utiliser à la place de densité. On dit souvent un matériau qui a une forte densité. Alors, densité, c'est un peu compliqué. La densité, c'est un rapport par rapport à la masse volumique de l'eau, par exemple. Donc, la densité, c'est pas le bon terme, c'est la masse volumique. Et la masse volumique, c'est quoi? Bah, c'est le poids d'un matériau ramené à son volume. En gros, bon, on peut dire c'est son poids, quoi, si on veut simplifier dans la simplification. Donc, c'est quoi un matériau qui a un bon déphasage? C'est un matériau qui a donc un petit lambda, qui est donc isolant, et qui a une forte masse volumique, qui est lourd. Voilà. Donc, un matériau qui a un bon déphasage, il est isolant et lourd. Et c'est là où on va se rendre compte que, par exemple, si on s'intéresse à la pierre, on dit souvent que la pierre a un bon déphasage. Bah oui, mais non. Il y a bien mieux que la pierre. Pourquoi?
Parce que la pierre, c'est certes très lourd, mais pas du tout isolant. Rappelez-vous l'ordre de grandeur que je vous ai donné juste après. Donc, du coup, la pierre, c'est pas un bon déphasage. Et maintenant, si on s'intéresse à l'isolation, on a dit qu'on avait des isolants ici qui étaient très efficaces en termes d'isolation. Certes, mais eux, ils ont une masse volumique extrêmement faible. Donc, ça veut dire que certes, ils vont bien nous protéger du froid, mais pas nous protéger de la chaleur. Vous aurez compris, pour nous protéger de la chaleur, il faut que ça soit isolant et lourd, pour faire simple. Et là, j'ai donc de nouveau classé les matériaux pour la même résistance thermique donnée, donc c'est-à-dire pour la même protection en hiver. Et ben voilà ce que ça va donner pour l'été. C'est-à-dire que sur la gauche, ici, on aura les matériaux qui ont le meilleur déphasage. Et là, ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, si je fais apparaître un peu en surbrillance les écomatériaux, vous voyez qu'ils s'en sortent bien mieux. Alors pourquoi? Bah, c'est tout simplement parce qu'ils sont bien isolants et ils sont surtout assez lourds. Et quand je dis bien isolants, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que prenons un panneau comme la fibre de bois rigide. Hein, la fibre de bois rigide, c'est celui-là. Si je compare par rapport à celui-là, regardez si je reviens en arrière, ce sont les opposés. C'est-à-dire que, par exemple, le polyuréthane, c'est quasiment un des plus isolants, là où la fibre de bois rigide est quasiment un des moins isolants. Ça, c'est en hiver. Mais je rappelle, hein, on peut compenser par l'épaisseur, donc on peut très bien arriver à s'en sortir. Mais là, ce qui est intéressant de constater, c'est le facteur entre les deux. En fait, on a un facteur x2, hein, 0,022, 0,042, ça fait environ x2. Ce qui veut dire que, point de vue du lambda, on en a un qui est 2 fois meilleur. Et je vous rappelle que le lambda, ça joue. Il y a aussi la masse volumique qui joue. Et par rapport à la masse volumique, là, on a un facteur qui n'a rien à voir. Parce que le polyuréthane, par exemple, on va être à des masses volumiques qui vont être généralement en dessous des 20 kilos au mètre cube. Là où des fibres de bois rigide peuvent monter jusqu'à 200 kilos du mètre cube, voire plus, 240 kilos du mètre cube. Donc là, vous voyez qu'on a un facteur 10. Donc on a certes un facteur 2 sur le lambda, ce qui fait que logiquement, celui-là est plus isolant. On se dit, il doit être plus intéressant. Oui, mais on a facteur 10 sur la masse volumique, ce qui veut dire que finalement, vous voyez que le poids prend le dessus sur l'isolant, donc sur le facteur d'isolation. Traduction de tout ça, pour faire très simple, on voit bien que tous les isolants se tiennent à peu près en termes de lambda. Par contre, ceux qui sont nettement plus lourds ont plus d'intérêt. Et là, on trouve les écomatériaux encore une fois. Donc, ça veut dire que, par exemple, nos écomatériaux, eh ben, ils sont très intéressants pour se protéger à la fois du froid et à la fois du chaud. Et par rapport à nos critères de choix, si par exemple vous vouliez mettre l'accent que sur le froid, eh ben, la première échelle de valeur était peut-être la plus intéressante pour vous. Il fallait chercher des matériaux qui étaient les mieux placés. Maintenant, si vous vous intéressez plutôt à la chaleur, c'est souvent le cas quand on sera en rampant, par exemple. Si vous avez un rampant de toiture, il y a un risque de surchauffe qui est plus important. Tout simplement parce que la toiture est orientée vraiment directement en direction du rayonnement solaire, qu'on a un rapport surface déperditive sur volume qui est défavorable. En gros, vous avez des grosses surfaces en contact avec l'extérieur, un petit volume qui peut très vite surchauffer. Donc le comble, c'est souvent un espace, le comble habité, c'est souvent un espace qui peut surchauffer. Donc là, on a tout intérêt à aller chercher des matériaux isolants pour le froid, mais surtout isolants pour le chaud. Donc là, vous voyez qu'on va trouver ici ce double critère de choix qui va nous permettre déjà d'aller dans ces deux directions. Donc, d'un point de vue thermique, on a déjà un peu répondu à nos besoins là. On voit que pour le froid, on peut s'en sortir avec tous les matériaux. Et pour le chaud, eh ben, on voit qu'on a un paquet de matériaux qui nous intéressent, qui sont plutôt des matériaux écolos. Ensuite, un deuxième critère qui est fondamental. Et en fait, vous voyez que là, j'ai développé deux branches en même temps. La branche structure et la branche mise en œuvre. Alors, la branche structure, c'est la nature des matériaux, justement, rigide, vrac ou flexible, qui était ma classification première. La deuxième branche que j'ai développée ici, c'est la branche mise en œuvre, avec l'isolation par l'intérieur, l'isolation par l'extérieur, l'isolation à plat. En fait, quand on va regarder tout ça, on va se voir que ce soit en isolation intérieure ou extérieure, on peut utiliser une ossature ou fixer mécaniquement les éléments. Quand on est dans une isolation à plat, on peut mettre un élément en vrac ou un élément rigide ou flexible. Donc c'est pour ça que là, j'ai lié un peu ces deux branches, parce qu'en fait, le choix de la mise en œuvre va nous définir du coup la caractéristique mécanique, hein, parce qu'on est sur la mécanique des matériaux qu'on va chercher. Donc là, je ne les ai pas classifiés comme tout à l'heure, j'ai fait des bulles. Donc par exemple, si vous cherchez un isolant à mettre entre ossature, par l'intérieur ou par l'extérieur, ou à mettre à plat, mais aussi entre ossature, c'est avec par exemple entre un solivage, d'accord, ou entre un chevronnage, etc. Eh ben, on va retrouver tous les isolants qui sont semi-rigides ou flexibles. Évidemment, ceux-là, ils sont faits pour être mis dans une ossature. Ensuite, si on s'intéresse aux isolants qu'on va pouvoir souffler à plat, on aura par exemple ici les laines minérales. Et vous voyez que j'ai fait une imbrication entre les deux. Parce que dans certains cas, comme par exemple avec la ouate de cellulose, mais c'est aussi le cas avec la fibre de bois à souffler,
On va pouvoir utiliser ces matériaux, donc c'est des matériaux qu'on peut utiliser à la base en soufflage à plat. On va aussi pouvoir les utiliser de façon verticale ou en rampant en insufflation. Où là, dans ce cas-là, on va faire une structure et on va venir souffler sous pression l'isolant à l'intérieur et il va pouvoir venir remplir le caisson. Donc, vous voyez que ici, on a donc la famille des matériaux qu'on va mettre entre ossature, la famille des matériaux qu'on ne peut que souffler à plat et la famille des matériaux qu'on peut souffler à plat ou mettre entre ossature. Ensuite, on a ceux qu'on va fixer mécaniquement et qu'on peut coller. Donc, c'est souvent ceux qu'on va utiliser en isolation thermique par l'extérieur. On va les cheviller, mais on peut aussi les utiliser en intérieur. Et certains sont admissibles sous les chapes et sous les dalles et en toiture terrasse. Et là, du coup, on retrouve le polyuréthane et le liège qui peuvent à la fois être fixés mécaniquement et à la fois aller sous les dalles et sous les chapes. Pareil, je fais apparaître ici les écomatériaux. Bon, vous voyez assez simplement qu'on a réponse à tout. C'est-à-dire que quels que soient vos besoins, en vrac, rigide, flexible, vertical, horizontal, etc., on a une solution là-dessus avec les matériaux issus du domaine végétal, du recyclage, etc. Donc là, encore une fois, critères de choix. Vous voyez que je vous ai simplifié et on peut répondre à tous nos besoins. Critère suivant, fondamental. La gestion de la vapeur d'eau. Alors, pour la gestion de la vapeur d'eau, j'ai défini, pareil, trois sous-ensembles. Ceux qui vont être perméables, non perméables, je vais l'expliquer. Ceux qui vont être capillaires, non capillaires. Hygroscopiques, non hygroscopiques. Et ensuite, putricibles, non putricibles. Allez, on va directement à l'explication, ça sera plus simple. Alors, perméable à la vapeur d'eau, ça veut dire capable de laisser diffuser la vapeur d'eau. Alors, les matériaux, on peut les classer du plus ou moins perméable à imperméable. Donc, il y en a qui vont laisser très fortement passer la vapeur d'eau. Il y en a certains qui vont la limiter de façon assez importante et certains matériaux sont même imperméables à la vapeur d'eau. Alors ici, il ne s'agit pas d'isolant, mais par exemple, le verre ou les métaux sont imperméables à la vapeur d'eau. Il n'y a pas de vapeur d'eau qui va traverser. Et si le matériau a une grosse capacité à laisser passer la vapeur d'eau, on va parler de matériaux perspirants. On parle souvent de parois perspirantes, hein, voilà. Donc en gros, hein, vous l'aurez compris, un matériau qui laisse passer la vapeur d'eau, c'est un matériau perspirant et perméable à la vapeur d'eau. Ensuite, il y a le côté capillaire et hygroscopique. Donc hygroscopique, c'est la capacité de stocker de l'eau dans la matière. Je parle bien dans la matière. Voilà. Je prends toujours un exemple. Si vous prenez une éponge, par exemple, et que vous prenez une éponge sèche et que vous faites couler de l'eau par-dessus, vous voyez bien que l'eau ne va pas traverser dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'une partie de l'eau que vous êtes en train de faire couler dessus va être stockée dans la matière. Et seulement quand on arrive à saturation, cette eau va finir par traverser l'éponge. D'ailleurs, si vous ensuite essorez cette éponge, vous avez beau l'essorer au maximum de vos capacités physiques, vous la compressez au maximum, au bout d'un moment, vous aurez enlevé toute l'eau qui est à l'intérieur. Mais en fait, non, parce que vous savez très bien que votre éponge, elle est encore gavée d'eau à l'intérieur. C'est juste que vous avez mécaniquement pas la possibilité de la faire sortir, mais si vous mettez ça sur un papier buvard, vous voyez bien qu'il y a encore de l'eau dedans. Donc, vous voyez que là, l'eau a bien été stockée dans la matière. Vous avez même du mal à faire sortir cette eau-là. Mais si vous laissez votre éponge prendre un poêle à bois pendant des heures, vous voyez bien qu'elle finit quand même par sécher. Mais il y avait bien de l'eau qui était stockée dans la matière. C'est ça, hein, l'exemple de ce que c'est qu'un matériau hygroscopique. Et ensuite, on parle de capillarité. La capillarité, c'est quand cette eau liquide peut se déplacer dans le matériau. Alors, de façon très simplifiée, on peut dire qu'un matériau capillaire, il est hygroscopique et l'inverse aussi. Parce que si l'eau peut se déplacer à l'intérieur, c'est qu'il y a de l'eau qui peut être stockée dedans. On va faire simple, un matériau capillaire hygroscopique, c'est un peu des caractéristiques qu'on va trouver systématiquement sur les matériaux qui en sont pourvus. Encore une fois, je simplifie. Donc voilà, en image, ça donne ça, c'est-à-dire que vous avez la capacité de l'eau liquide de traverser le matériau et en parallèle, la capacité à cette eau de se stocker dans ce même matériau. Je reprends mon éponge, elle stocke de l'eau et l'eau peut traverser à travers. Et ça, c'est une caractéristique qui va beaucoup nous intéresser, vous allez voir pourquoi. Donc du coup, on va les classer. On va commencer par les classer pour le comportement à la vapeur d'eau. Attention, la vapeur d'eau, c'est pas l'eau liquide, hein. C'est deux éléments différents. Alors, chimiquement, non, c'est H2O. Dans les deux cas, c'est de l'eau. Seulement, c'est pas la même phase. C'est-à-dire que d'un côté, on a une phase gazeuse, la vapeur, et de l'autre côté, on a une phase liquide, et on peut avoir des matériaux qui laissent passer la vapeur et qui ne laissent pas passer le liquide, hein. C'est le principe des pare-pluis HPV ou d'une membrane Gore-Tex si vous faites un peu de randonnée ou ce genre de choses. Alors, côté perméable à la vapeur d'eau, on trouve pas mal de matériaux.
Je vais le dire tout de suite parce que ça, c'est souvent une idée fausse et moi, je cherche à rétablir une certaine vérité. On a tendance à dire que, par exemple, les isolants minéraux ne laissent pas passer la vapeur d'eau. Je pense notamment aux laines de verre, aux laines de roche, etc. Alors ça, c'est totalement faux. Point de vue du comportement à la vapeur d'eau, ils sont quasiment identiques. En gros, il n'y a aucune différence entre une laine de bois ou une laine de verre, point de vue du comportement à la vapeur d'eau. Je précise bien à la vapeur d'eau. Par contre, par rapport aux matériaux peu ou pas perméables à la vapeur d'eau, là, on peut dire que, par exemple, toute la famille des isolants rigides issus de la pétrochimie ne laisse pas passer la vapeur d'eau. Donc, polystyrène, polyuréthane, j'ai pas fait apparaître, mais il y a aussi les polyisocyanurates, voilà, les mousses résoliques, etc. Donc, tout ce qui est matériaux rigides issus de la pétrochimie ne laisse pas passer la vapeur d'eau. Attention à un faux ami, le liège. Le liège a la réputation d'être intéressant parce que justement on peut le mettre sur le bâti ancien parce que ça conserve les caractéristiques du bâti ancien. Attention, c'est une erreur. Le liège est très peu perméable à la vapeur d'eau. Alors, on trouve certains lièges, je vais se faire simplifier, on va dire micro-perforés, c'est pas exactement ça, mais faisons simple, micro-perforés qui sont perméables à la vapeur d'eau, mais c'est pas la généralité. Partez du principe que le liège que vous allez trouver sous forme d'isolant est plutôt peu perméable à la vapeur d'eau. Donc là, si on fait les écomatériaux, vous voyez que la majorité sont du bon côté, parce que nous, on cherche des matériaux perméables à la vapeur d'eau. Attention au liège, qui est un faux ami qu'on va plutôt trouver de l'autre côté, c'est-à-dire sur ceux qui sont peu ou pas perméables à la vapeur d'eau. Ça, c'était notre premier critère. Ça, c'est la vapeur d'eau. Donc, vous remarquez qu'ici, on a nos écomatériaux d'un côté, mais on a aussi des isolants issus du domaine minéral. Maintenant, on va aller au sujet suivant, hein, ce que j'expliquais, la capillarité et l'hygroscopie. Et point de vue capillarité et hygroscopie, et ben là, attention, il y a un paquet qui ont disparu. C'est-à-dire que du bon côté de la force, on va dire ça comme ça, on va retrouver principalement des écomatériaux. Il n'y a que le liège qui est resté de l'autre côté. Alors pourquoi? Parce que la différence en fait entre un matériau perméable à la vapeur d'eau et un matériau capillaire et hygroscopique, c'est qu'il y en a un qui laisse passer la vapeur, mais l'eau liquide, il y aura plus de difficultés. Pour faire simple, si on part du principe que les mots ont un sens, la laine de verre, c'est un matelas de laine fait à partir de fibres de verre. Et est-ce que vous arrivez à stocker de l'eau dans du verre? Attention, je ne parle pas dans un verre, mais bien dans du verre. Non, hein, le verre, c'est bien quelque chose que vous ne pouvez pas mouiller, hein. Donc, s'il y a bien quelque chose que vous ne pouvez pas mouiller, c'est bien du verre. Bon, donc le verre, ça ne peut pas du tout stocker de l'eau dans sa matière et vous ne pouvez pas faire traverser l'eau à un matériau en verre. C'est le cas de vos verres, en l'occurrence, sans faire des mauvais jeux de mots. Donc, ça veut dire que ça paraît logique que tout ce qui est à base de verre, justement, donc les laines de verre, ne soit pas capable ni de stocker de la vapeur, de l'eau liquide, ni de laisser transiter de l'eau liquide à travers leur matière. Et c'est là la grosse différence, en fait, hein. Quand on dit que les matériaux à base minérales sont mauvais pour le bâti ancien, souvent on va l'associer au transfert de vapeur d'eau, mais c'est une erreur. Je vous ai montré, hein, concernant la vapeur d'eau, ils sont relativement similaires avec nos écomatériaux. La grosse différence va se situer sur le côté capillaire et hygroscopique. Et dans le bâti ancien, vous allez voir, c'est la slide suivante, dans le bâti ancien, souvent ce qu'on cherche à conserver, c'est justement ce triple caractéristique, c'est-à-dire perméable à la vapeur d'eau, capillaire et hygroscopique. Et donc à ce moment-là, vous voyez que si on veut toutes ces caractéristiques, c'est ce que j'ai fait ensuite ici, c'est-à-dire que les matériaux adaptés au bâti ancien, ça va être cela. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est nos écomatériaux. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, sur certains sujets, on ne peut pas se battre, entre guillemets, sur les capacités d'isolation. À épaisseur équivalente, on a des matériaux qui sont plus efficaces que nos matériaux biosourcés. Mais encore une fois, on peut compenser par la résistance thermique. Mais sur d'autres sujets, on a des matériaux qui sont imbattables. Ce qui veut dire que, rappelez-vous, je vous ai dit au départ, on a toujours des solutions pour tous les besoins. Et dans certains cas, quand on veut isoler le bâti ancien, même si vous n'avez pas d'affinité avec les écomatériaux, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous qui sont là un peu par curiosité sur ces sujets-là, même si vous n'avez pas d'affinité, si vous avez la logique de vous dire, je définis mon cahier des charges, sur le bâti ancien, j'ai besoin de matériaux d'isolation capillaire, hygroscopique, perméable à la vapeur d'eau, et qu'ensuite, en face, je vais chercher justement dans ma base de données ces matériaux-là, vous voyez que vous n'avez pas le choix. Vous allez être obligé de passer avec des matériaux issus généralement du domaine végétal, fibres de bois, laine de bois, etc. Donc là, on a un intérêt marqué de nos matériaux. Encore une fois, attention au liège, qui est plutôt un faux ami et qui, dans certains cas, a un comportement relativement similaire avec le polystyrène. Alors, pas du tout la même nature de matériaux,
pas le même impact environnemental, carbone, etc. Mais d'un point de vue strictement physique et transfert de vapeur, on a des matériaux qui sont relativement proches. Je reviens un petit peu en arrière sur une slide aussi que je voulais faire apparaître, c'est le côté putrescible et altérable. Là, il y a aussi une confusion un peu des genres. Je vois souvent, encore une fois, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là, donc j'en ai croisé beaucoup des gens très concernés par le sujet, parfaitement compétents, puis des gens qui se renseignent un peu comme ils peuvent, et avec des fois des choses fausses qui traînent, hein, comme je vous disais, les laines de verre qui sont pas perméables à la vapeur d'eau, alors que c'est faux, le liège qui est adapté au bâtiment ancien, alors que c'est faux. Voilà, il y a un peu des contre-vérités un peu dans tous les sens, là. Une chose qui est importante, c'est qu'encore une fois, même si on est très favorable à certains matériaux, il faut pas dire n'importe quoi. Moi qui suis là pour défendre les écomatériaux, je vous ai montré que pour l'isolation au froid, on s'en sortait sans problème. L'isolation au chaud, il y avait un avantage. Quand le bâti ancien, comportement à la vapeur d'eau, c'était indéniable, c'était plus intéressant. Que point de vue de mise en œuvre, on arrive à trouver des matériaux pour tous nos besoins. Par contre, il y a un sujet sur lequel il n'y a pas photo. C'est le côté justement putrescible et altérable. Putrescible, ça veut dire que ça peut pourrir. Altérable, ça veut dire que ça va se dégrader. Et là, clairement, si vous mettez dans vos parois des conditions proches des conditions du compost, c'est-à-dire forte humidité, de la chaleur, etc. En gros, vous faites une mauvaise mise en œuvre avec trop d'humidité, etc. Il n'y a pas photo. Les matériaux issus du domaine végétal vont moisir. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors même s'ils ont des grosses capacités d'encaisser de l'humidité, etc., un isolant en laine de bois que vous laissez avec énormément de condensation dedans, des températures froides, des phénomènes d'assèchement, de rehumidification et de l'eau liquide qui stagne dedans, ça finira par pourrir. Il n'y a aucun doute de ce côté-là. Donc c'est pas magique, hein, les écomatériaux. Et même si ça peut être très très résistant, il y a des fibres, comme par exemple le chanvre, c'est une fibre qui est extrêmement résistante dans le temps. C'est-à-dire, même si vous la laissez dehors, elle va moisir, machin et tout, elle aura encore des capacités mécaniques. Mais pour autant, c'est pas ce qu'on cherche. On veut pas mettre de la pourriture dans nos murs. Donc, les écomatériaux, ils sont putrescibles et altérables. Ça, c'est indéniable. À l'opposé, il y a ceux qui sont pas ou peu putrescibles. Et pour le coup, là, on a ceux issus de la pétrochimie. Hein, vous avez déjà tous retrouvé un bout de polystyrène qui traîne dans un terrain qui est là peut-être depuis 15, 20, 30 ans. Alors, il a peut-être verdi, mais si vous le nettoyez, vous voyez qu'il retrouve quasiment son aspect d'origine. Donc, il y a certains matériaux qui sont, pour ainsi dire, inaltérables. Alors, pour le coup, on en a un en écomatériaux, c'est le liège. Si le liège est utilisé pour des bouchons, c'est bien parce que justement, il a une tenue dans le temps qui est très, très importante, y compris en humidité, enfin, à l'humidité. Et c'est pour ça que si vous êtes de ma génération, quand vous étiez jeune, vous avez déjà tous récupéré un bouchon de liège pour aller pêcher, et puis vous avez retrouvé des bouchons de liège qui étaient là depuis peut-être 20, 30 ans, qui traînaient accrochés au bout d'une ligne, accrochés à un ponton, et ils sont toujours en parfait état. Donc le liège, pour le coup, est très très résistant. Et ensuite, il y en a certains que j'ai mis entre les deux. Alors pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont issus du domaine minéral. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que du verre, ça pourrit pas. Voilà. Mais une laine de verre, ça peut pourrir. Alors, pas tant que ce soit la matière qui a pourri, mais c'est souvent la poussière accumulée dans le matériau qui fait que cette poussière va se mettre à moisir. Donc, une laine de verre, une laine de roche et tout ça, dans l'absolu, c'est imputrescible. Dans les faits, ça l'est. Mais c'est pour ça que j'ai mis sur la ligne. Vous voyez, c'est un peu à la frontière entre les deux. Bon, quoi qu'il en soit, si c'est mal mis en œuvre, de toute façon, ça va moisir. Il n'y a pas de souci de ce côté. Donc ça, on l'a dit, bâti ancien. Ensuite, il y a l'approche environnementale. Alors aujourd'hui, il y a tout un courant de pensée de l'éco-construction qui est très très intéressé par les émissions de gaz à effet de serre, au-delà de l'aspect technique qu'on a vu jusqu'à maintenant et origine des matières premières. Et donc, si on s'intéresse à ça, donc que ce soit pour le neuf avec la RE 2020 qui prend en compte le bilan carbone, que ce soit pour certains labels de rénovation comme le label BBC Rénovation, ou que ce soit par affinité et volonté de décarboner, eh ben, on va s'intéresser aux matériaux qui sont fortement carbonés et ceux qui ne le sont pas. Alors là, évidemment, ça paraît relativement logique. Les écomatériaux sont très bien placés. Pourquoi? Parce qu'ils sont issus majoritairement du recyclage ou du domaine du végétal et que le principe, c'est qu'un végétal, quand il pousse, il va absorber du carbone et ce carbone, il est conservé à l'intérieur. Ce qui veut dire que quand on s'intéresse au bilan carbone du produit, donc certes, la fabrication du produit a émis du carbone dans l'atmosphère parce qu'on a transporté, parce qu'on l'a chauffé, etc. Mais en parallèle de ça, ces matériaux ont aussi stocké du carbone tout au long de leur croissance et ce carbone, ensuite, il est stocké à l'intérieur. Et tant que vous ne, enfin, tant que le matériau n'a pas atteint sa fin de vie,
et que vous décidez de le brûler ou de l'enterrer, etc., bah, le carbone, il est bien conservé. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est nettement favorable, hein. Les matériaux écomatériaux sont largement favorables de ce côté-là. Les pires étant ceux issus de la pétrochimie, avec ici vraiment une différence très 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 flagrante parce que leurs process de construction sont extrêmement énergivores et émetteurs de gaz à effet de serre. On a la même chose avec l'énergie grise, où là, c'est pas uniquement l'approche carbone, c'est vraiment l'approche énergie pour fabriquer. Et là, bah, moins le matériau demande de l'énergie à la fabrication et moins il est transformé, plus c'est intéressant. Donc là, on aura l'avantage généralement pour les produits qui sont issus du recyclage. Je ne les ai pas fait apparaître, mais je peux les nommer. La paille, par exemple, ou la Schoenvott seraient encore bien mieux classées étant donné qu'il y a très peu de transformation sur ces produits-là. Et en plus, si je reviens sur le bilan que j'ai fait juste avant, le bilan carbone, ils sont aussi extrêmement bien placés. Donc là, nos écomatériaux, encore une fois, ils gagnent sans problème. On arrive bientôt à la fin, ouais, on a quasiment tout vu, hein. Alors, il y a le côté acoustique. Alors, côté acoustique, c'est beaucoup plus compliqué que la thermique. On peut s'intéresser aux bruits solidiens, qu'on appelle les bruits de structure. On peut s'intéresser aux bruits aériens, donc plutôt la voix, hein, d'accord, les bruits qui sont dans l'air. On peut s'intéresser à la réverbération, c'est de l'écho dans une salle, hein. Et là, dans ce cas-là, c'est des critères complètement différents qu'on va aller chercher. Alors, c'est trop compliqué ici de comparer ces critères-là. Tout simplement parce que si vous trouvez que la thermique du bâtiment c'est compliqué, ne faites pas de l'acoustique. L'acoustique, c'est 1000 fois plus compliqué. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous avez un isolant thermique, quel que soit l'endroit où vous allez le mettre, il aura la même efficacité thermique. Et ben, c'est pas le cas pour le phonique, hein. Le même matériau, selon si vous le mettez sur de la brique, selon si vous le mettez sur de la glace, selon si vous le mettez sur le bois, il n'aura pas la même efficacité. Donc, vous voyez que l'acoustique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en gros, si on s'intéresse à un sujet, qui sont les doublages, donc je ne me suis pas intéressé, vous aurez compris, à la réverbération, où là, on va aller chercher des coefficients, comme on appelle les coefficients alpha Sabine, par exemple. Je ne me suis pas intéressé au bruit d'impact, où là, il faut aller chercher des matériaux qui sont plutôt résilients. Voilà. Je me suis intéressé vraiment aux cloisons. Donc, en gros, les cloisons de séparation entre pièces ou par rapport à l'extérieur. Et là, pour faire simple, ce qu'il nous faut, c'est des matériaux qui soient résilients, donc en gros, qui puissent absorber les vibrations, donc plutôt des isolants qui ne soient pas rigides, vous l'aurez compris, et des isolants qui sont plutôt lourds. Donc là, voilà. Donc d'un côté, je vais mettre tout ce qui est en vrac et rigide, qui est pas très bon quand on fait du doublage en cloison, et de l'autre côté, je vais mettre les matériaux qui sont plutôt lourds et qui ont une capacité d'absorption, de résilience. Donc là, nos écomatériaux, encore une fois, sont plutôt bien classés. Enfin, il y a le dernier critère de choix, c'est avec le critère de choix client. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que vous voulez finalement? Parce qu'à un moment donné, il y a aussi des critères comme le délai, le prix, le budget, la disponibilité qui vont jouer. Alors là, le seul critère objectif que je peux comparer, c'est le prix. C'est-à-dire que sur les gammes de prix, on va avoir des écomatériaux pour toutes les gammes de prix. Il y a des écomatériaux qui sont capables de rivaliser avec n'importe quel autre type de matériau. La ouate de cellulose, par exemple, c'est un isolant très peu cher, qui est quasiment un des moins chers, tout isolant comparé, hein. Donc voilà, sur le marché, c'est un des isolants les moins chers. À l'opposé, on a des panneaux comme le liège ou la fibre de bois argile qui sont plutôt onéreux, mais qui ont des caractéristiques qui sont très très intéressantes. Si vous voulez utiliser un écomatériau sous dalle, vous n'aurez pas le choix, vous devrez utiliser du liège. À l'inverse, si vous voulez faire un starking ou une isolation thermique par l'extérieur sur une fibre de bois, eh ben, il faudra utiliser une fibre de bois rigide. Donc, on trouve à peu près tous les gammes de prix et on a des écomatériaux qui rivalisent en termes de prix et d'efficacité assez facilement avec les isolants dits conventionnels. Et ensuite, il y a les critères sur lesquels je ne peux pas me prononcer, qui sont les critères, encore une fois, de coût de cœur, de disponibilité, etc. Quoi qu'il en soit, si vous cherchez des écomatériaux, ceux-là, vous les trouverez sans problème chez Kenzai, vu que la totalité des matériaux que j'ai évoqués jusqu'à maintenant, vous pourrez les trouver et vous pourrez aller chercher des bons renseignements. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de simple qui nous permet de bien comprendre que quand on choisit un isolant, c'est pas je choisis mon isolant et je regarde ce que je peux faire avec parce que j'aime bien cet isolant. C'est d'abord, je vais définir mes critères de choix et ensuite je vais aller chercher en face le meilleur matériau. J'essaie de simplifier cette problématique et du coup, il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions. Donc, je vous écoute, Fanny. Est-ce que tu as pu faire une petite synthèse des questions? J'en ai vu passer plusieurs. Je vais Oui, essayer d'y répondre. ouais, tout à fait. J'ai quelques questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Il y a pas mal de discussions par rapport au déphasage. Globalement, la Ouais. question c'est est-ce que le déphasage, ça reste vraiment un argument de poids pour le confort d'été?
ça l'est en rampant, enfin sous toiture, est-ce que ça l'est également pour les murs? Il y avait aussi une question de est-ce que c'est aussi important que les protections solaires extérieures, la surventilation Ventilation nocturne, non etc. nocturne. Alors, c'est des très bonnes questions et je pense qu'on faudrait qu'on en discute, mais qu'on pourrait programmer un webinaire que sur ça, le confort d'été et le déphasage. Alors, est-ce que le déphasage est survendu et surcoté? Oui. Moi, je pense sincèrement que c'est surcoté. C'est-à-dire que parler que du déphasage, du déphasage, du déphasage, c'est un peu masqué, c'est l'arbre qui masque la forêt. Moi, ça fait très longtemps que je vends des écomatériaux, c'est plus de 25 ans. Et j'ai vu apparaître d'ailleurs cette problématique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai vu les commerciaux commencer à parler du déphasage parce que ça vient vraiment du domaine des écomatériaux qui ont une plus-value importante, vous l'aurez remarqué. Et j'ai vu les commerciaux qui ont bien fait leur travail, et c'est-à-dire qu'ils ont dans le débat public un peu insinué cette idée que le déphasage était super important et qui ont mis en avant les écomatériaux. Alors, est-ce que le déphasage c'est intéressant? Oui. Est-ce que les écomatériaux, de façon générale, mais je les ai classés tout à l'heure, ont une plus-value par rapport à ça? Oui. Mais est-ce que c'est la solution miracle? Absolument pas. Absolument pas. En fait, le déphasage, c'est une question qu'on va se poser au niveau d'un matériau et d'une paroi. Mais ça veut dire que c'est réduire la problématique du confort d'été à une paroi, alors que c'est pas une paroi qui nous intéresse. Déjà, c'est le bâtiment et comprendre d'où vient la surchauffe. Pour faire simple, si on s'intéresse au confort d'été, je vais donner un peu mes critères de choix. Le premier critère de choix, avant de s'intéresser même à la nature des matériaux, c'était une histoire de conception bioclimatique. Pour faire simple, si votre bâtiment surchauffe, c'est qu'il y a trop de chaleur qui est à l'intérieur. Cette chaleur, elle peut être issue de trois origines différentes. Le chauffage, et si vous chauffez en été et que vous avez trop chaud, il y a un souci. Mais là, je peux rien pour vous. Coupez votre chauffage. Deuxièmement, ça peut être un problème d'apport interne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre bâtiment, il y a déjà trop de chaleur qui est gérée. Et du coup, cette chaleur elle reste piégée en été dans votre bâtiment. Là, ça peut être des problématiques, par exemple, de positionnement, des fois du chauffe-eau solaire, enfin du chauffe-eau, qui plus est du chauffe-eau solaire, qui sont des grandes réserves. Donc, des fois, il faut faire attention à qu'est-ce qui crée de la chaleur à l'intérieur et que je pourrais changer. Donc, typiquement, le chauffe-eau, est-ce que je voudrais pas bien que j'isole mon chauffe-eau par rapport à ça? Les luminaires. Aujourd'hui, c'est moins vrai, hein. Les luminaires, on a beaucoup de lampes basse consommation, des éclairages LED. Mais à une époque, si vous avez des spots incandescents, chaque spot incandescent, ça peut être plusieurs dizaines de watts. Si vous avez des spots à 50 watts et que vous en avez 10, bah, vous avez compris, c'est 500 watts, hein. C'est un radiateur qui tourne en permanence. Et si vous êtes en plein été, vous avez tout fermé pour pas que la chaleur rentre, mais que vous avez 500 watts de chauffage avec votre éclairage, ça marche pas. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi la cuisine. Il n'est pas rare de voir que dans les pays où il y a des gros problèmes de surchauffe, bassin méditerranéen, il y a les cuisines d'été. On cuisine dehors en été. Parce qu'on a bien conscience que si on cuisine à l'intérieur, ça va créer de la surchauffe. Donc déjà, premièrement, c'est éviter d'avoir de l'accumulation de chaleur à l'intérieur. Donc pas de chauffage, évidemment, pas d'apport interne. Et enfin, surtout, pas d'apport solaire. La principale origine de la surchauffe, c'est les apports solaires. Donc ça veut dire que si vous laissez rentrer l'énergie du soleil dans votre bâtiment, bah, de toute façon, ça va mal se passer. Donc le premier critère de choix pour le confort d'été, c'est les occultations. Les occultations extérieures. On va se protéger du rayonnement solaire avant qu'il rentre dans le bâtiment. C'est-à-dire que les occultations intérieures, c'est trop tard. Et le chaleur est déjà dedans. Donc, il va falloir mettre des volets roulants, il va falloir mettre des volets, des persiennes, des jalousies. Comme moi, je suis lyonnais à la base, donc on a les jalousies et les lambrequins. Mais ça peut être des volets marseillais, mais ça peut être aussi des occultations, des pergolas bioclimatiques, une glycine rampante à l'horizontale, etc. Il y a plein de solutions. Mais c'est ça la première approche. Donc, la première approche, c'est éviter les apports de chaleur. Deuxièmement, c'est faire attention aux apports aéroliques, c'est-à-dire sur l'air. Si vous avez une ventilation simple flux et que dans votre comble, vous avez des pièces sèches sur lesquelles il y a des entrées d'air, en plein été, vous faites rentrer de l'air qui est à température extérieure. Donc, de toute façon, si vous faites rentrer de l'air qui est à température extérieure, faut pas s'étonner qu'il fasse aussi chaud qu'à l'extérieur. Donc, deuxième approche, c'est l'approche aérolique. Faites attention aux pénétrations d'air. Donc, premièrement, on évite la surchauffe, donc on se protège du rayonnement. Deuxièmement, on se protège des apports thermiques sous forme aérolique. Et ensuite, troisièmement, on va commencer à regarder la nature des matériaux. Et c'est là où on peut se poser la question de est-ce que je vais chercher un matériau qui a du déphasage ou non. Donc, vous voyez que ça vient déjà assez loin dans les critères de choix. Et c'est vrai que le déphasage peut être important, mais au même niveau que le déphasage, je vais mettre l'inertie. L'inertie, c'est la caractéristique des matériaux que vous avez dans votre volume chauffé et ces matériaux qui vont se réchauffer plus ou moins rapidement. Et l'inertie est plus importante même que
pour ainsi dire, que l'isolation. Donc ça veut dire que moi, je vais les mettre à peu près au même niveau. Donc en gros, le déphasage, est-ce que c'est important pour se protéger du chaud? Oui, mais si vous vous intéressez au déphasage et que vous n'êtes pas intéressé aux deux principes avant, c'est-à-dire d'abord les apports, ensuite les apports, enfin apports thermiques conductifs, ensuite les apports aéroliques, et ben de toute façon, vous avez beau mettre le meilleur déphasage que vous voulez, ça marchera pas. Ça marchera pas si l'énergie pénètre par vos fenêtres. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur l'isolation, il fera chaud. Si vous avez mis le meilleur isolant, vous avez mis des occultations, mais que vous laissez entrer de l'air chaud, ça marchera pas. Donc vous l'aurez compris, hein, je me protège des apports solaires par les parties vitrées, je me protège des apports solaires et des apports thermiques par l'aérolique. Ensuite, je m'intéresse à la nature des matériaux, donc le déphasage intermédiaire à cette étape-là. Et ensuite, je vais chercher l'inertie, on va les mettre au même niveau. Et ensuite, ces problématiques-là, c'est des problématiques principalement en toiture. Je vois des fois, moi je corrige beaucoup de gens qui passent des diplômes dans le domaine de la rénovation et tout ça. Des fois, je vois des gens qui vont parler de déphasage pour un plancher qui donne sur un vide sanitaire ou un sous-sol qui est semi-enterré. Il n'y a aucun sujet de déphasage à ce niveau-là. Le déphasage, c'est un problème de rayonnement solaire qui va taper une paroi. Donc le déphasage, c'est principalement en toiture. Ensuite, ça peut être en mur, mais si on réfléchit en mur, en été, le soleil est très haut. Donc, ça veut dire que les ombres portées font qu'on peut avoir des façades, sauf si vous avez un bâtiment très haut, on peut avoir des façades qui peuvent être à l'ombre. Donc, c'est pour ça que le déphasage, c'est surtout en toiture, c'est pas tellement en mur. Surtout si vous avez un mur maçonné. Parce que du coup, si vous avez des matériaux, des murs qui sont maçonnés avec donc un gros masse volumique, certes, le déphasage sera pas aussi bon que si vous avez un isolant, mais ça va quand même jouer avec des phénomènes aussi d'inertie, bon, de capacité de stockage, de chaleur, c'est un peu plus vaste que ça. Mais bref, vous l'aurez compris, le déphasage, c'est un sujet important, mais pas le premier, et c'est principalement en comble. Et j'aurais tendance à dire en comble orienté plein nord, plein sud. Si vous avez des façades, enfin des pans de toiture qui sont orientés plein nord, ça peut être un peu secondaire. Donc oui, le déphasage c'est bien, mais c'est pas le plus important. J'ai essayé de simplifier tout ce propos-là. Bon, on peut faire un webinaire d'une heure là-dessus, hein. J'espère avoir Merci répondu. Julien. Il y Question avait aussi suivante. une question par rapport aux plaques de plâtre. Il y a des personnes qui demandent si on pose des plaques de plâtre du coup sur les isolants, est-ce qu'on annule les qualités perspirantes et de capillarité? Et il y a une question qui suit, c'est comment je fais pour faire respirer mes murs côté intérieur? Alors, donc les plates de plâtre, le basique, la plate de plâtre de monsieur, madame, tout le monde, ou d'ailleurs les plates de gypse, c'est-à-dire Fermacell pour citer une marque, etc. Au niveau comportement à la vapeur d'eau, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que ça laisse très fortement passer la vapeur d'eau. Et au niveau capillaire hygroscopique, il n'y a pas de souci. On peut même aller plus loin, c'est même des matériaux hydrophiles. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à stocker l'eau et même à conserver l'eau à l'intérieur. C'est pas forcément quelque chose qu'on cherche de façon très importante, mais en gros, une plaque de plâtre, si je devais classer, c'est perméable à la vapeur d'eau, capillaire hygroscopique. Donc, mis à l'intérieur, il n'y aura aucun souci. Ça va conserver les bonnes caractéristiques au niveau de mon mur. C'est plutôt au niveau de la finition qu'il faut faire attention. Je vois des gens des fois qui se cassent la tête à faire des parois perméables en salle de bain et qui vont carreler ensuite. Bon, voilà, la céramique, par exemple, ça laisse pas passer la vapeur d'eau ou l'eau liquide. Donc, c'est plutôt au niveau des finitions. Si vous faites un béton ciré extrêmement fermé et que vous le cirez ensuite avec des cires qui sont très fermées, bah non, vous annulez les caractéristiques. Mais c'est pas tant les plaques de plâtre que la finition. Aujourd'hui, la plupart des peintures, en peinture naturelle, c'est toujours le cas quasiment, mais la plupart des peintures sont microporeuses, donc elles vont aussi conserver ces phénomènes-là. Mais donc, en gros, vous l'aurez compris, c'est plutôt la nature vraiment de la finition. Donc, par exemple, ce qui va être délétère, ça va être les finitions vinyliques, donc des bardages, enfin pas des bardages, mais des lambris plastiques, par exemple, ce sera pas bon. Tout ce qui va être céramique, ce sera pas bon. Certains bétons cirés seront pas bons. C'est ça qui va annuler les caractéristiques de votre paroi. Mais les plaques de plâtre, ça pose aucun problème. Ça conservera les matériaux. Il y avait une deuxième question dans la question. C'était quoi la deuxième partie de la question? La deuxième partie de la question, c'était, et c'est revenu plusieurs fois, comment est-ce qu'on fait pour faire respirer ces murs côté intérieur? Et il y avait aussi la question bah, de la réaction par rapport à la gestion de l'humidité lorsqu'on ajoute un train vapeur ou un pare-vapeur Alors, euh, les- les- sur l'isolant. ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait qu'on cherche à avoir des parois perspirantes, c'est bien. Donc, c'est-à-dire des parois qui sont capables de laisser transiter la vapeur d'eau. Mais on va pas laisser transiter la totalité de la vapeur d'eau à travers une paroi. En gros, il faut pas une paroi qui soit de façon infinie perméable à la vapeur d'eau. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que on va prendre le cas le plus courant. Vous isolez par l'intérieur votre paroi, quelle que soit d'ailleurs la nature du mur d'origine. Et donc, du coup, chez vous, il fait chaud et humide. Dans votre isolant, eh ben, la température va baisser fortement, c'est le but d'un isolant, et donc votre maçonnerie, elle sera froide. Ça, c'est quand vous isolez par l'intérieur.
Si vous faites un schéma qui va consister à faire maçonnerie, isolant et parement à l'intérieur, vous ne mettez pas de frein de vapeur. La vapeur d'eau, naturellement, elle va vouloir traverser tout ça. Si vous avez choisi des matériaux capillaires hygroscopiques perméables, nickel, tout va traverser. Mais ça va traverser sans aucune régulation. Et comptez pas des fois pour la nature pour bien faire les choses. Là, pour le coup, ça va passer, ça va être les vannes vont être ouvertes, quoi. Et le problème, c'est que si la vapeur d'eau traverse en excès tout ce complexe, là, ce qui va se passer, c'est que c'est comme ça, c'est physique, hein. De la vapeur d'eau, trop de vapeur d'eau qui passe dans une ambiance de plus en plus froide, au bout d'un moment, elle va condenser. Elle va se transformer sous forme d'eau liquide. Et quand cette eau liquide elle est en excès dans le mur, eh ben, ça va dégrader votre mur, hein. Et ça va dégrader vos isolants. Et ça va dégrader les caractéristiques de votre isolant. Un isolant humide, il n'isole pas. C'est pour ça qu'il faut protéger de la vapeur d'eau les matériaux, y compris dans une paroi perméable ancienne, y compris avec des écomatériaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre un frein de vapeur du côté volume chauffé, qu'on expliquait un peu la dernière fois, frein de vapeur du côté volume chauffé, parce que l'intérêt, c'est que du coup, la vapeur d'eau va être régulée par ce produit dont c'est le but, hein. Il y a une petite quantité de vapeur d'eau qui va passer et qui va pouvoir être gérée entièrement par le mur. En fait, une paroi perméable isolée correctement, c'est une paroi qui laisse transiter la vapeur d'eau, mais la bonne quantité de vapeur d'eau. Et ça, c'est le choix du bon frein de vapeur qui va jouer. On a des freins de vapeur qui ont des caractéristiques différentes, certains qui laissent passer beaucoup de vapeur d'eau, d'autres qui laissent passer moins de vapeur d'eau. Il y a même des freins de vapeur qui sont capables de modifier leur comportement à la vapeur d'eau pour en laisser passer plus ou moins. Ça se fait tout ce qu'il y a de plus naturellement, ces éléments-là. Et si on conçoit bien la paroi, eh ben, on va pouvoir évacuer une bonne quantité de vapeur d'eau justement pour essayer d'assécher naturellement notre bâtiment. On va permettre aussi de conserver les caractéristiques de notre paroi d'origine à laisser transiter la vapeur d'eau. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que tous ces phénomènes de transfert de vapeur d'eau, c'est des phénomènes qui sont saisonniers. Faut pas les, enfin, on peut les analyser à un instant T, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand on fait une simulation hygrothermique, je pourrais en parler puisque c'est un sujet que je maîtrise bien, quand on va analyser une paroi, on l'analyse pas à un instant T. On l'analyse sur une durée assez longue, généralement plusieurs années même, pour voir en fait le comportement dans la paroi. Et dans certains cas, on va tolérer, hein, avoir une réhumidification en partie hivernale. Donc, en gros, en hiver, notre paroi elle est plus humide. Mais si elle arrive à sécher en période estivale et à revenir à des caractéristiques qui sont bonnes et qu'en hiver, elle n'a pas dépassé un certain stade, eh ben, c'est une paroi qui est bien conçue. Et ça, on est tout à fait capable de le faire en isolation thermique par l'extérieur ou en isolation thermique par l'intérieur. Et quand on est en isolation thermique par l'intérieur, c'est bien la gestion du frein de vapeur qui fait ça. Donc attention à la fausse bonne idée qui consistera à dire je vais mettre un isolant capillaire hygroscopique sans frein de vapeur parce que du coup il est capable de tout gérer. Non, c'est pas magique, hein. Il faut bien mettre un frein de vapeur quand on fait de l'isolation thermique par l'intérieur et quand on est sur le bâti ancien. Et c'est grâce à ça qu'on aura des parois qui seront pérennes et qui seront efficaces dans le temps. Donc oui, on peut isoler par l'intérieur. Oui, on peut faire des parois qui sont perméables à la vapeur d'eau, même très perméables à la vapeur d'eau, mais non, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et en ITI, il faudra mettre en œuvre un frein de vapeur côté volume chauffé de l'isolant. Faites-vous accompagner pour ça, demandez des conseils à Kenzai ou à moi, et on vous accompagnera. Ou regardez le dernier webinaire, on l'a évoqué. Donc voilà. Exactement, ouais, j'en profite pour rappeler que les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube. Celui du webinaire d'aujourd'hui le sera aussi. Je vous ferai passer un lien par mail quand il sera en ligne. J'en profite juste sur le sujet de l'hypervapeur. Il y avait une question un peu précise. Dans le cas d'une isolation du sol par-dessus un ancien carrelage, donc j'imagine dans du bâti ancien, la personne se pose la question de savoir si elle doit poser un pare-vapeur entre le carrelage et l'isolant, sachant qu'elle a priori prévu de poser un isolant en liège ou en caoutchouc. Alors, là, il manque des éléments pour pouvoir répondre. Mais je peux J'imagine que déjà donner certains trucs. Je l'ai expliqué bien la dernière fois et je viens de le redire rapidement. Le frein de vapeur, ça se met toujours du côté volume chauffé de l'isolant. Ce qui veut dire que si on part du principe que là, il y a un sol existant et que j'imagine l'endroit qui est habité, c'est au-dessus, hein, là où il y a le carrelage, ça veut dire que si la personne part de l'existant, met un isolant et il se posait la question de mettre le frein de vapeur, déjà, il ne sera pas entre l'isolant et le carrelage, hein. Il sera après l'isolant. Donc, on aura paroi d'origine avec le carrelage dessus, notre isolant, et ensuite par-dessus le frein de vapeur. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, le frein de vapeur, ce qu'il faut voir, c'est que si on est sur un terre-plein, par exemple, la question, elle est un peu secondaire. C'est plutôt si on est sur un volume en dessous, un volume qui peut être un sous-sol, une cave, ou un garage, ou etc. Là, on va se poser la question du frein de vapeur. Et ensuite,
là, le dernier élément G, c'est qu'il parlait de mettre du liège, mettre du caoutchouc. Le point commun entre ces deux matériaux, c'est que justement, si on reprend mon critère que j'ai montré tout à l'heure, c'est des matériaux qui sont peu perméables à la vapeur d'eau. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction de réguler la vapeur d'eau, c'est une fonction. Souvent, elle va être faite justement par la membrane, frein de vapeur ou par vapeur. Mais dans certains cas, ça va être un autre élément de la paroi qui peut assurer cette fonction-là. Par exemple, quand on fait de l'isolation thermique par l'extérieur, on ne rajoute pas de membrane frein de vapeur parce que la maçonnerie d'origine assure déjà la fonction de frein de vapeur. Et avec certains matériaux, on a déjà le matériau lui-même qui est frein de vapeur ou par vapeur. Ce qui est le cas du liège et ce qui est le cas du caoutchouc. C'est des matériaux qui ne laissent pas passer la vapeur d'eau, ce qui veut dire que si je viens le mettre à un endroit et que je vais mettre une finition dessus, quelque part, c'est déjà mon matériau qui a assuré cette fonction-là. Donc là, j'aurais tendance à dire, il n'y en a pas forcément besoin, mais ça demanderait à être affiné. Voilà, là, c'est un peu une réponse de principe que j'ai faite, mais ça demanderait Ouais. à être affiné. La personne vient de préciser justement que il n'y a pas de vide, c'est directement sur la terre, Non, comme sur tu la Terre, on n'a expliquais au pas trop début. ce problème-là parce que c'est des histoires de pression de vapeur d'eau. En fait, ce qu'on appelle la diffusion de vapeur d'eau entre deux milieux, c'est l'histoire de compétition de pression de gaz. En gros, à l'intérieur, vous avez un gaz, donc la vapeur d'eau qui émet, qui agit, qui a une certaine pression sur les autres éléments, et à l'extérieur, c'est pas la même pression. Ça cherche à s'équilibrer. C'est pour ça que la vapeur d'eau va traverser les éléments. Quand vous êtes sur un terrain, donc le terre-plein, de la matière, l'histoire de compétition de pression de gaz, c'est pas exactement ça. Donc là, on va dire, allez, je fais une simplification extrême, il n'y aura pas besoin. Il y aura pas besoin. Donc voilà. Il y a une question sur le cas particulier dans les salles de bain. Quel matériau d'isolation on peut utiliser en salle de bain dans un bâtiment ancien? Spécifiquement, là, c'est sur des murs en pierre. Alors, en fait, le cas de la salle de bain, c'est souvent un faux problème. On associe souvent la salle de bain à forte humidification, et c'est pas faux, mais on oublie une chose, c'est qu'en fait, cette humidification, elle est très courte dans le temps. Et les phénomènes de diffusion de vapeur d'eau, en fait, sont des phénomènes relativement lents. C'est pas de l'instantané. C'est pour ça que je disais faire attention à toutes les études statiques, comme avec Ubacus ou ce genre de choses, où vous analysez un instant T en disant, ah, il se passe ça. Non, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est des phénomènes qui sont assez lents. Donc, par exemple, quand vous réhumidifiez votre salle de bain, vous prenez une douche, puis l'humidité augmente fortement, elle augmente fortement, enfin, de temps relativement court. Et ensuite, elle s'assèche. Ce qui veut dire que une salle de bain, le réflexe, c'est de la ventiler. Donc, il faut une extraction. Si vous avez une extraction, simple flux, double flux, mais si vous avez une extraction, la réalité, c'est que l'immense majorité, voire la totalité de la vapeur d'eau va passer par votre ventilation avant de passer par le mur. Donc, en fait, on n'a pas tant de problèmes que ça au niveau du mur. Si la ventilation est bien faite, eh ben, c'est secondaire ce qui va passer par le mur. Surtout qu'en plus, dans une salle de bain, on a souvent des finitions, comme on disait, carrelées, hein, ou des choses qui sont relativement étanches. Alors, c'est pas ma cam, mais on voit beaucoup de lambris PVC, des trucs comme ça, ou des enduits très fermés, voire du carrelage. Et ce qui fait que tous ces matériaux, de toute façon, ne laissent pas passer la vapeur d'eau. Donc, en gros, quand vous doublez un bâti ancien dans une salle de bain, logiquement, vous avez donc votre mur, votre isolant, votre frein de vapeur, votre parement et votre finition. Bah, votre finition, elle va déjà bloquer pas mal de choses. Votre frein de vapeur, il va aussi limiter la quantité de vapeur d'eau qui passe. Et concrètement, l'humidité va être évacuée principalement par la ventilation. En fait, il n'y a pas de problème spécifique dans la salle de bain. Alors bien sûr, si vous me dites, oui, mais moi, j'ai pas de ventilation, donc j'ai beaucoup d'humidité, ça moisit, oui, il y a un problème. Et dans ce cas-là, c'est pas l'isolation qui va le résoudre. C'est la ventilation. C'est la ventilation qui va être intéressante. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que quand on pose toujours la salle de bain pour la partie la plus humide. Non, la partie la plus humide, chez vous, je vais vous le dire, hein, c'est très simple, hein. C'est l'endroit où vous faites sécher votre linge, hein. C'est souvent quelque chose qui est occulté. D'ailleurs, quand on s'intéresse un peu à la sociologie des bâtiments collectifs, on va dire les tours d'immeubles et tout ça, vous savez, des fois, ces habitats un peu précaires, assez anciens, pas forcément bien ventilés, et où on a des fois des gens qui sont enfin, qui sont surnombres dans ces bâtiments-là, on se rend compte ici qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes. C'est que les pièces humides, traditionnellement, salle de bain, cuisine, WC, ont potentiellement une extraction, alors que les pièces les plus humides ne sont pas celles-là dans ces bâtiments. Ça va souvent être justement la pièce principale, la pièce de vie, dans laquelle on aura un étendoir à linge qui sera en permanence occupé avec des quantités d'eau qui vont être émises très importantes. C'est très sympa. Regardez, la prochaine fois que vous allez sortir votre linge de votre salle de bain, enfin de votre machine à laver, pardon, pesez votre linge là. Regardez là, le poids que ça fait. Et une fois que vous l'avez laissé sécher, vous remettez dans la panière, vous repesez. La différence de poids entre les deux, c'est de l'eau. Et cette quantité d'eau, elle a été diffusée pendant des heures et des heures à l'intérieur de votre bâtiment, bien plus longuement que votre douche. Et dans certains cas, c'est la même quantité d'eau que votre douche. Si ce n'est que votre douche, ça dure un quart d'heure et ça a été évacué par la ventilation, alors que là, votre linge, il a séché des fois pendant 10 heures. Et si, comme moi, vous êtes famille nombreuse, on est 6 à la maison,
Autant vous dire que la machine à laver, c'est tous les jours. Bon, j'avoue, on a un sèche-linge. Donc, le problème ne se pose pas. Mais si on devait vraiment faire sécher ce linge sur un fil, chez nous, il y aurait, ça serait donc en permanence à l'intérieur. Donc, le problème d'humidité, c'est pas tant la salle de bain que des fois le petit séjour dans lequel vous faites sécher beaucoup de linge. Voilà. Une ouverture un peu différente. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je peux encore y répondre. Ouais, ouais, j'ai encore deux, trois questions. Il y a une Ouais, question qui vas-y. vient de tomber notamment sur les contours de fenêtre en ITE. La personne Mhm. demande si on peut mettre un isolant plus mince que celui qu'on a posé sur le mur pour le contour des fenêtres, si on ne souhaite pas les changer ou les faire démonter pour limiter Alors, les ponts thermiques. ouais, alors, alors oui, on peut. Alors, si on met un isolant plus mince, il sera moins isolant. Donc la question, c'est, je vais la tourner différemment. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un très faible isolant avec une résistance thermique qui, dans certains cas, est très faible? Je vais donner un exemple. Vous avez mis un R de 4,5 ou 5 en partie courante et arrivé au niveau de vos retours de fenêtre, donc que ce soit le tableau, la pièce d'appui ou le linteau, etc., vous pouvez mettre qu'un R de 1 ou 0,5. Est-ce que ça vaut le coup? Alors la réponse, elle est sans appel. Oui, ça vaut le coup. Alors je pourrais vous expliquer pourquoi. Parce que si on s'intéresse à l'isolation, on a dit lambda résistance thermique. D'un point de vue strictement mathématique, R est égal à E sur lambda. Si le lambda est constant, l'épaisseur varie de façon linéaire avec la résistance thermique. Bon, dit autrement, plus j'isole, plus ça isole. Voilà. Ça, c'est la résistance thermique. Mais en fait, c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a un autre indicateur qui s'appelle le U, qui lui est l'inverse du R. Désolé, je suis un petit peu des maths. Et quand on s'intéresse à 1 sur R, faites ça, vous faites ça sur un tableur, hein, faites U est égal à 1 sur R, ben vous remarquerez ici comme quand la résistance thermique augmente, le U, il baisse. Et c'est ce qu'on veut, parce que le U, c'est une perte. Mais en gros, si vous faites ça sur un tableur, vous allez voir que dans ce cas-là, c'est plus une ligne. Voilà, c'est plus une droite. Vous allez voir que c'est une courbe. Et c'est une courbe qui tend vers zéro à l'infini. En gros, et qui chute de façon très importante. Bon, j'enlève tout ce jargon scientifique pour arriver à une chose qui est très simple. Il y a des choses qu'on dit dans le bâtiment qui sont fausses, mais il y en a certaines qui sont vraies. Et par exemple, les premiers centimètres d'isolant isolent plus que les suivants. Dit comme ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Alors, au niveau de la résistance thermique, non, mathématiquement, mais au niveau du U, oui. Bon, dit autrement, si vous passez de zéro en termes de résistance thermique à 1, eh ben, la perte thermique est vraiment enfin, a été diminuée de façon très importante. Et si on parlait en centimètres, passer de 0 cm à 5 cm, eh ben, c'est beaucoup plus significatif que de passer de 15 à 20. C'est 5 cm dans les deux cas, hein. Je passe de 0 à 5, et ben, thermiquement, c'est beaucoup plus important que de passer de 15 à 20. Donc, pour faire simple, si vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 cm d'isolant sur vos retours d'isolant, faites-le. Parce que vraiment, d'un point de vue thermique, ça aura un impact très significatif et ça va réduire fortement les ponts thermiques. Donc, ne soyez pas gênés, si je parle en centimètres, de mettre 16 cm sur le mur et 3 sur vos tableaux. Vous allez dire, c'est complètement illogique d'un point de vue thermique, mais non, c'est une bonne solution, donc faites-le. Voilà. Parfait. Il y avait une question par rapport au prix quand tu as fait la comparaison. Si Mmh. les prix annoncés ou les échelles de prix comptaient tout ce qui était mis en œuvre, donc création de caissons, ossature, etc. Non, c'est extrêmement simplifié parce qu'en plus, bon, pour avoir été de l'autre côté de la banque, donc avoir été vendeur de matériaux aussi, le prix d'un matos, ça ne veut pas dire grand-chose. Entre aller acheter un paquet à l'unité ou commander un semi-remorque, déjà vous avez un delta de prix qui est phénoménal. Et donc non, je n'ai pas pris en compte les disponibilités, les spécificités régionales, les mises en œuvre. J'ai vraiment fait un truc très généraliste. Et d'ailleurs, dans les laines de bois, j'ai compté aussi le chanvre, j'ai compté les isolants style Biofib Trio, j'ai compté ceux à base de carton recyclé comme on a chez nous en Auvergne, alors que déjà rien que ces produits-là ont des gammes de prix qui sont très différentes les uns des autres. Donc là, c'était vraiment à titre d'illustration très grossière. Demandez des prix à Kenzai, vous aurez des prix ajustés, ce sera beaucoup plus précis. C'est une généralisation. Merci. Il y avait une question slash remarque sur le sujet des enduits isolants, Ouais. qui a priori est un sujet assez complexe et qui interroge pas mal, notamment par rapport à ce que tu as dit, je pense, sur le côté putrescible du chanvre, etc. Euh, C'est pour ça que j'ai souhaité ici ne pas en parler parce que on peut pas simplifier ce sujet-là dans le cas du sujet qui était aujourd'hui. On peut en parler. Alors, est-ce que les enduits isolants, chaux chanvre, chaux liège, terre paille, etc., sont intéressants? Oui. Est-ce que le terme qu'on leur donne, moi j'aime pas trop le terme enduit isolant. C'est un peu trompeur parce qu'ils sont généralement très faiblement isolants. Je préfère un terme qu'on utilise de plus en plus qui est ECT, par exemple, les enduits de correction thermique. Je trouve que c'est beaucoup plus, ça leur rend hommage en fait de dire ça. Donc tout ce qui est enduit isolant,
ECT, enduit de correction thermique, peuvent être très intéressants, chaud-liège, enfin, chaud-chanvre, etc. Euh, j'aime beaucoup ce genre de matériaux. Là, la paroi qui est derrière moi, vous ne voyez pas, mais c'est une paroi en pierre isolée par l'extérieur, dont une partie en chaud-chanvre, par exemple, pour faire une continuité capillaire. Bref, donc ça peut être des produits très intéressants. Par contre, ils ont des domaines d'emploi assez particuliers et on est plutôt sur des approches de confort d'été, modifier des facteurs qu'on appelle l'effusivité, par exemple. Mais pareil, c'est un sujet qu'il faudrait développer. Ici, j'ai souhaité ne pas les évoquer parce que ça aurait été trop compliqué de les comparer à des isolants industriels qui, eux, ont des caractéristiques qu'on maîtrise parfaitement. Mais c'est des produits qui peuvent être très intéressants. Ne croyez pas que ça sert à rien. Et le chaud-chanvre peut moisir, mais très bien fait. C'est une solution qui existe depuis la nuit des temps et qui fonctionne très bien. Donc voilà. Merci Julien. On arrive au bout des questions que j'avais notées Ouais. et on est arrivé aussi au bout de notre créneau, je pense. Mhm. Donc merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, le replay sera disponible en intégralité donc sur la chaîne YouTube. Si jamais vous souhaitez vous y référer une nouvelle fois ou le transmettre à un collègue, un ami, un conjoint, etc. Je vous ferai passer un mail avec ce lien-là de toute façon. Merci beaucoup d'avoir été là. On espère que on a répondu, enfin que Julien surtout a répondu à toutes vos questions et à vos interrogations. Merci à Julien pour toutes ces informations. Et puis voilà, on va vous abandonner et vous laisser retourner à vos occupations. On va libérer Julien. C'est Et ça. puis on vous dit Merci. au mois prochain, du coup, pour le prochain numéro de venir. Eh ben, merci à vous et bonne fin de journée à tout le monde. À bientôt.